Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Occupe ton ergo. Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute, comme Spotify. Aujourd'hui, nous invitons 3 ergothérapeutes, donc tout d'abord Laure Pinel, Suzanne de Harvan et Sophie Boucher-Calva. Donc toutes les 3, vous êtes ergothérapeutes et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est être ergo à l'étranger. Comment on fait pour construire une relation thérapeutique, une relation de confiance avec des populations qui ont une culture différente. Donc toutes les 3, vous avez eu une expérience à l'étranger. Pour Sophie, même plusieurs expériences. Donc je vais vous demander rapidement de vous présenter. Oui, bonjour. Donc moi je m'appelle Laure, je suis ergothérapeute diplômée de l'IFE de Montpellier de juin 2018. Et dès que j'ai été diplômée, je suis partie en mission, en volontariat de solidarité internationale en Afrique du Sud pour 2 ans. Donc j'ai été envoyée par une ONG française dans un centre qui accueille des personnes en situation de polyhandicap. Donc je suis encore en Afrique du Sud et je rentre en France au mois d'août. Alors moi, je suis donc en troisième année d'ergothérapie, donc je vais être diplômée là normalement début juillet. J'ai pu faire un stage au Pérou en deuxième année, dans le cadre de ma formation donc, en libéral pédiatrique à Arequipa donc. Et j'ai fait également un mémoire sur le thème justement de la relation de confiance entre un ergothérapeute français à l'international et les bénéficiaires locaux. J'ai surtout je me suis surtout intéressée à l'approche environnementale et la création d'un aménagement d'environnement en fait pour travailler et faciliter l'établissement de cette relation de confiance. Voilà. Super, super intéressant. Bonjour, moi je suis ergothérapeute, cadre de santé et enseignante, master sciences de l'éducation. J'ai exercé en France en fonctionnel adulte pendant plusieurs années. Après, j'ai fait 6 ans d'humanitaire, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, Maroc, Algérie, Tunisie. Après, j'ai travaillé un petit peu à La Réunion. Et puis, j'ai mis en place la filière d'ergothérapie au Maroc, fait une école d'ergothérapie à Paris aussi. Et j'ai beaucoup aimé travailler dans des cultures différentes. J'ai fait ma recherche de Master 2 sur justement l'identité culturelle et quand culture, contexte et apprentissage se rencontrent. Et pour prouver que quand les apprenants ont des obstacles d'apprentissage, c'est parce que les formateurs ne respectent pas le profil culturel de ces personnes lesquelles on enseigne. J'ai toujours été frustrée du manque d'ergothérapie dans les pays dans lesquels j'ai exercé. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus. Et je pense que ça se développe de plus en plus. Et ce métier a une place énorme dans tous les pays de la Terre. Voilà. Super, merci beaucoup Sophie. Donc on voit là que vous avez 3 parcours très différents, mais à la fois tous inspirants. Et on voit aussi que les ergothérapeutes, ils ont l'air très intéressés par la pratique à l'étranger. Il y a des associations comme toi, par exemple, Laure. C'est quelle association déjà? Alors moi, je suis envoyée par Fidesco. Voilà, c'est une ONG qui envoie selon les compétences professionnelles. C'est pour ça que je l'ai choisie. Bah, super, bah, il y a ton association, il y a aussi Ergotogo qui est connu. Et Suzanne, tu as eu la chance de partir en stage, Sophie avec Handicap International. Donc c'est vrai qu'on est concerné par cette question. Il y a aussi d'ailleurs le congrès UNAE qui va se dérouler cette année, qui est aussi sur le thème de l'étranger. Donc on voit vraiment que c'est un sujet intéressant. Et d'ailleurs, la jeunesse de ce sujet, donc au niveau de la relation thérapeutique, dans le contexte de la culture, c'est grâce à toi, Suzanne, qu'on le fait aujourd'hui, parce que tu m'as posé des questions par rapport à ton mémoire et on s'était dit que c'était un sujet qui était hyper intéressant et c'est pour ça que je vous ai réunis aujourd'hui. Donc la première question que je vais vous poser, c'est une question plutôt avant justement votre expérience à l'étranger. Est-ce que avant de partir, vous vous êtes posé cette question du relationnel, comment mettre en place cette relation thérapeutique? Est-ce que vous avez des a priori par rapport à la culture? Parce que toutes les 3, c'était des cultures quand même très différentes. Est-ce que vous avez eu des conseils de votre mentor? Alors moi, je m'étais pas trop posé de questions sur la pratique de l'ergothérapie en Afrique du Sud. Voilà, ni même dans le centre dans lequel j'allais. Je m'étais posé un petit peu des questions plus au niveau matériel. Je savais pas trop ce qui m'attendait. Je savais pas
s'il y aurait par exemple des fauteuils roulants, si je pourrais confectionner des orthèses, voilà, tout ça je savais pas trop. L'ONG qui m'a envoyé nous a quand même formés. On a eu pas mal de conférences justement sur la culture. Et ce qu'ils nous avait conseillé, c'était en arrivant en mission de vraiment prendre le temps d'observer et de s'imprégner de la culture, de s'intégrer avant justement d'avoir des idées, de proposer des changements. Voilà, d'abord de s'imprégner de tout ça. Et ce qui m'a beaucoup servi, D'accord, effectivement. donc plus l'observation. Et ça tombe bien parce qu'en tant qu'ergo, on est habitué à observer. Oui. Oui, une observation active, évidemment, hein. C'était pas juste rester assise dans un coin et regarder ce qui se passe. C'était participer à la vie quotidienne du centre, prendre les résidents en séance, faire des bilans. Mais ça m'a beaucoup servi de m'intégrer, surtout auprès des aides-soignants, de voir leur façon de travailler, leur façon de communiquer avec les résidents. C'est ça qui m'a beaucoup aidé pour la suite. Ok. Suzanne, tu as eu le même ressenti? Alors moi, avant de partir en stage au Pérou, j'avais déjà fait ma phase d'exploration de mon mémoire. Enfin, pendant cette phase d'exploration, j'avais fait déjà des entretiens avec 3 ergothérapeutes qui étaient partis à l'international. Il y avait eu les pays représentés, c'était Allemagne, un parcours avec Sénégal, Réunion, et du coup pendant mon stage où j'ai pu donc en fait interroger mon tuteur français qui était donc au Pérou. Et donc en fait au final j'avais pu déjà lire pas mal de littérature juste en fait pour le mémoire. Et au final effectivement j'avais un petit peu cette appréhension en me disant mais alors qu'est-ce que ça va pouvoir me réserver cette expérience, quelle différence je vais pouvoir retrouver par rapport à créer un lien en fait et une relation thérapeutique ou même de confiance par rapport à mes stages déjà effectués en France. Donc là-dessus, j'étais très curieuse en fait, plus que de l'appréhension, c'était plus voilà une curiosité par rapport effectivement oui au niveau matériel, au niveau de ce qu'on allait pouvoir proposer par rapport aux possibilités locales, au niveau du développement du pays, au niveau de l'accessibilité tout simplement de l'environnement. Euh, Parce que très clairement, j'avais bien conscience que tout ce qui était fauteuil roulant, tout ce qui était, enfin, toutes ces choses-là que finalement en France on peut facilement mettre en place, au Pérou potentiellement ça allait être complètement différent. Euh, et donc oui, voilà, c'était plus de la curiosité par rapport à ça, quoi. D'accord. Et tu as dit que tu étais en libéral du coup au Pérou, c'est ça? J'étais en libéral pédiatrique et au final, on intervenait en école parfois, on est intervenu assez rarement finalement en école et à domicile. Donc c'était surtout dans le cabinet qui était en fait dans une pris sous l'aile en fait par une association et donc en fait les locaux étaient partagés aussi avec d'autres professionnels de santé. Donc il y avait kiné, il y avait psychomotricien, il y avait orthophoniste. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Euh, et puis sinon, j'avais pu aussi m'investir aussi sur place dans un bénévolat, dans un orphelinat qui était tenu par un couvent de sœurs et qui accueillait effectivement des enfants pareils en situation de polyhandicap. Euh, voilà, donc très diverses en fait. Ouais, Voilà. ok, très bien. Et du coup, Sophie, ton expérience avant de partir, du coup, on va dire en Asie? Ben, en fait, moi, avant de partir en Asie, j'avais pas eu beaucoup d'expérience, si ce n'est voilà, le plaisir de bouger. Voilà, j'avais vadrouillé en Afrique, un peu à droite à gauche comme ça, quoi. Mais j'étais toujours très attirée pour aller là-bas. Et c'est vrai que ce qui m'a aidé à arriver là-bas, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce sens de l'observation qu'on peut avoir. Et qu'effectivement, en ergothérapie, on a cette observation active. Je m'immergeais dans la vie quotidienne des locaux, si on peut parler comme ça.
Et à force d'entendre les gens parler, je les retenais la langue comme une musique, comme une magnifique symphonie qu'on apprend par cœur, rien qu'au niveau symphonique. À partir de là, une fois que j'ai commencé vraiment à apprendre les mots, j'avais déjà tous les accents corrects qu'il fallait et j'ai pu apprendre les langues très très vite. Finalement, en 2 mois, j'arrivais à me débrouiller de manière autonome pour le quotidien, quoi. Et c'est ce qui m'a passionné après en vivant à l'étranger, c'est de me rendre compte qu'on peut tous s'adapter très très vite et à la langue et aux cultures et aux gestes du quotidien. Et ce qui fait énormément partie de ce métier d'ergothérapie, c'est justement de savoir observer et analyser les habitudes et les gestes du quotidien pour pouvoir leur apporter une aide. Et forcément, les cultures font que les gestes sont un peu différents d'un pays à l'autre par rapport à la France. Mm. Et là, l'ergothérapeute a justement cet art de savoir adapter tout ce qu'il faut pour aider les gens à s'en sortir. On peut bricoler des fauteuils roulants avec les matériaux locaux, c'est tout à fait possible et on peut arriver à le faire et les gens apprennent à les fabriquer eux-mêmes. Après, quand on a affaire à des maisons sur pilotis, il faut bien que plutôt que la personne reste à vie coincée dans la maison, ben, à nous, les ergots, de trouver un système pour qu'ils puissent rentrer dans cette maison sur pilotis avec son fauteuil. Du coup, ben, grâce à mon métier, j'ai pu bricoler des systèmes qui leur permettent de s'asseoir sur un lève-malade équivalent un peu fabriqué en local avec une poulie, puis arriver dans la maison sur pilotis à réadapter un petit siège, mais un petit siège à roulettes, pas un fauteuil roulant. Parce que là-bas, dans leur culture, par exemple, pour manger, ils mangent tous assis par terre. Il n'y a pas de table avec des chaises, donc un fauteuil roulant dans une maison sur pilotis n'aura aucun sens. Donc du coup, on a fabriqué, je leur ai fait fabriquer une petite planche à roulettes pour qu'ils soient à la même hauteur quasiment que ceux qui sont assis par terre pour manger à table avec eux. Mm. Voilà, par exemple. Enfin voilà, il y a un tas d'adaptations. Oui, donc on voit que tu as vraiment dû observer leur routine quotidienne, vraiment leur aspect culturel pour pouvoir ensuite, dans ta pratique, adapter les fauteuils, du coup. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, par curiosité, dans quel contexte tu es parti là-bas? C'est-à-dire en quelle année, enfin au niveau historique, c'est passé comment? Alors, en historique, je suis partie de 88 à 92, 1988 à 92, en Asie du Sud-Est avec Handicap International. Les 2 premières années, 88-89, j'habitais en Thaïlande, sur la frontière cambodgienne, et je travaillais dans les camps de réfugiés où il y avait, c'était suite à Pol Pot, enfin toute la guerre au Cambodge et au Vietnam. Et du coup, il y avait tous les réfugiés qui fuyaient Pol Pot, qui arrivaient en Thaïlande. Et le camp de réfugiés dans lequel je travaillais, par exemple, parmi tous les autres, hein, celui-là avait 240 000 réfugiés, tous dans des maisons sur pilotis, en bambou, fait pas cher, quoi, évidemment. Ça, pendant 2 ans, c'était ça. Donc, je vivais en Thaïlande dans une maison sur pilotis avec les buffalo en dessous et un étang de rêve avec les lotus devant. Et puis, dans les camps de réfugiés, voilà, c'était des maisons en feuilles de bananier et bambou. Après, j'ai eu envie d'aller au Cambodge même. Du coup, les 2 années d'après, j'habitais au Cambodge même, au bord du Mekong, où là, j'avais toujours avec Handicap International, mais plus de programmes de formation. Et entre autres, grâce à l'ergothérapie, j'ai pu faire des formations sur du petit appareillage, du gros appareillage, de la rééducation, de l'auto-rééducation à faire chez soi, et surtout de l'adaptation du logement pour aider les gens à se débrouiller dans leur quotidien, parce que pour eux, c'est carrément vital. Et même le côté réadaptation à la vie professionnelle et au métier, pour eux, c'est extrêmement important parce qu'ils vivent tous beaucoup de l'artisanat et de tout ça aussi. Et le fait de les aider quand ils font déjà de la vannerie avant, par exemple, ou de la poterie, ben, finalement, arriver à leur adapter leur poste de travail pour qu'ils puissent reprendre ce travail, pour eux, c'était carrément le bonheur suprême, quoi. Donc vraiment, je trouvais que l'ergothérapie avait une place mais énorme, énorme, d'autant plus dans les pays en difficulté, quoi, parce qu'on est justement sur tous les gestes du quotidien pour la survie. Et après, les autres années, quand je suis partie 10 ans plus tard, là, c'était au Maghreb, c'était un contexte un petit peu différent, c'était de 2008 à 2010. Mhm. Et là, je coordonnais les 12 projets qui chacun était géré par un chef de projet expatrié. Et on était sur un peu moins sur de l'urgence, un petit peu plus sur du développement, on va dire, et avec beaucoup de projets sur le social, le médico-social, et du coup, après, la mise en place de la filière d'ergothérapie qui manquait terriblement dans ces pays-là. D'accord. Donc tu as réussi à aussi pérenniser en fait le travail que vous faisiez. Tu as créé une école aussi, en participé. C'est ça, exactement. On a réussi à pérenniser ce qu'on faisait grâce à la mise en place de cette filière d'ergothérapie.
qui évitaient de faire plein de petites formations pansements. J'appelais ça comme ça. Ça voulait dire que on faisait des formations pour combler le manque d'ergothérapeutes dans le pays, quoi. Et en mettant en place cette filière, bah, du coup, ça y était, quoi. Énormément de problèmes pouvaient être réglés. Oui, ce que tu dis, ça fait penser, souvent, il peut avoir des expériences différentes de la part des locaux, souvent dans les pays en voie de développement où tous les professionnels de santé, ça va être des étrangers, en fait, des personnes qui viennent de l'international et pas des locaux. Et est-ce que c'était le cas dans les pays où vous étiez et est-ce que vous pensiez que ça a joué justement un rôle dans le fait qu'il y ait une relation thérapeutique? Moi, je travaillais énormément avec les locaux. En fait, je formais beaucoup les locaux pour être capables de transmettre à leurs proches après les mêmes connaissances. Mm. Mm. Et du coup, Laure, je pense qu'en Afrique du Sud, il y a pas mal d'ergothérapie, il me semble. Ouais, exactement. Du coup, ici, il y a des formations d'ergothérapeutes, mais il y a beaucoup de disparités sociales. Vous devez vous douter un peu. Il y a encore des restes de l'apartheid. Et, et donc, du coup, on a un peu les deux extrêmes. Donc, d'un côté, par exemple, dans les écoles privées, il y a des ergothérapeutes qui sont employés de l'école. Donc, les enfants peuvent aller directement voir un ergothérapeute. Voilà. Et d'un autre côté, du coup, par exemple, la structure dans laquelle je suis, ils n'ont pas assez enfin, financièrement, ils peuvent pas payer des thérapeutes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à des professionnels, voilà, français. Et donc, du coup, oui, exactement, il y a des ergothérapeutes en Afrique du Sud, mais pas pour tout le monde, on va D'accord. dire. Suzanne? Voilà. Moi, au Pérou, il y a, de tout ce que j'en ai vu, en fait, il y a une école qui existe à Lima, donc à la capitale. Et sinon, dans le reste du pays, il y a pas d'institut. Euh, donc, en fait, effectivement, ça rend l'accès à l'ergothérapie très, très difficile. Et au final, la pratique n'est développée quasiment que dans la capitale sauf rare exception. Euh, donc là, moi, j'étais en stage avec un Français. Euh, et on était dans cette association où c'était que des Péruviens. Et je crois qu'il y avait une autre ergothérapeute qui venait de nous rejoindre quand j'étais en train de faire mon stage, qui venait d'Argentine. Mais donc au final, ouais, il y avait finalement très peu d'ergothérapeutes dans le pays, même si évidemment il y a largement besoin. Euh, et après, par rapport à la relation dans le travail, de ce que j'en ai pu voir, il y a, enfin, en tout cas, les Français au Pérou sont très facilement acceptés de manière générale, je vais dire, de ce que j'en ai pu comprendre et de ce que j'ai pu vivre. Euh, Parce que finalement, la vision de la France au Pérou est largement positive. Enfin, de tout ce que j'en ai pu entendre, c'est à chaque fois, enfin, quand on entend l'image de la France au Pérou, c'est la Révolution française, le siècle des Lumières. Donc, les Français sont innovants, sont des philosophes. Enfin, c'est un peu dans ce point de vue-là. Donc là-dessus, c'est sûr que c'était. Enfin, oui, il n'y a pas de mal à se faire une place au Pérou de ce point de vue-là. Après, dans mes entretiens que j'avais fait en phase exploratoire, j'avais notamment avec la personne qui était partie au Sénégal, elle avait pu, elle, par contre, m'exprimer pas mal de difficultés pour se faire une place, elle, en tant que personne française blanche euh, au pays. Et surtout, donc elle travaille en libéral. Enfin, non, peut-être pas en libéral, non, mais en pédiatrie par contre. Et c'était surtout le fait enfin, la relation avec les parents en fait, qui pouvait être plus compliquée, et pas tellement finalement avec les enfants, qui se révélaient être très, très accessibles en fait dans la relation. Euh, Dans la relation de confiance comme dans la relation thérapeutique de manière générale. Voilà. Donc il y avait un peu cette ambivalence entre les médecines euh, traditionnelles avec enfin, des enfants qui venaient avec des gris-gris aux séances de rééducation et du coup cette ouverture sur la médecine qui était proposée
par des Européens, etc. Donc c'est voilà, une certaine ambiguïté là-dessus, quoi. Oui, tu as donné plein d'éléments intéressants et c'est vrai que est-ce que Laure, tu as toi aussi ressenti un peu ce côté en Afrique du Sud où il y a eu quand même l'apartheid, le fait que voilà, toi tu sois blanche, est-ce que voilà, il y a quand même un peu ce contexte euh, historique qui a joué aussi dans la relation? Alors, je pense que ça a effectivement joué au départ, parce que, alors, pour dresser un peu le tableau, effectivement, tous mes collègues aides-soignants sont des personnes noires et mes collègues thérapeutes sont blanches. Bon, voilà. Et donc, du coup, le fait de passer beaucoup de temps dans les sections, avec les résidents, avec les aides-soignants, c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau pour eux qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, voilà, une personne blanche soit là, on va dire, dans le quotidien, quoi, pour les temps des repas, les temps des douches, tout ça. Et donc, c'est vrai que ça les a pas mal interpellés. Et, et même, d'ailleurs, une fois, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai une collègue qui m'a dit, qui m'a posé la question, mais est-ce que chez toi, tu as une femme de ménage? Et je lui dis, non, en France, non, j'ai personne qui m'aide dans mon quotidien. Et elle m'a dit, ah oui, c'est bien ce que je me disais, parce qu'effectivement, toi, tu fais comme nous, enfin, tu fais les mêmes choses, voilà, donc j'aide pour la prise de repas et tout ça. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, moi, je m'étais pas rendu compte que j'étais là au quotidien avec eux parce que pour moi, c'est ma place et c'est pour ça que je suis là, justement. Et du coup, je me suis rendu compte que ça les avait beaucoup interpellés. Et ça m'a beaucoup aidé pour créer un lien justement avec mes collègues aides-soignants qui, eux, connaissent très bien les résidents. Et du coup, le temps que ce lien se mette en place, ça a permis que eux viennent me solliciter justement pour des positionnements ou alors des questions qu'ils ont par rapport aux résidents. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui a pris du temps. Et c'est là que je vois que je suis heureuse au bout de 2 ans de me dire heureusement que j'ai passé du temps vraiment avec les résidents et avec les aides-soignants parce que c'est ça qui a permis que la rééducation que je fais ou le positionnement que je mets en place fonctionne vraiment. C'est en étant auprès d'eux au quotidien. C'est là qu'ils se rendent compte de l'importance de ce qui a été mis en place. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui se construit en fait et que tu as réussi à construire aussi sur 2 ans. Ouais, parce que tu as eu l'opportunité de rester longtemps aussi, j'imagine. Oui, oui, exactement. Et ça prend tout son sens. C'est une mission sur le long terme. Et je vois que les 2 ans sont vraiment nécessaires autant dans la relation que pour la mise en place de projets. D'accord. Et toi, Sophie, du coup, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu t'es sentie acceptée quand tu étais à l'étranger? Ah bah oui, ouais, ouais, je me suis sentie euh, d'autant plus quand j'ai bien compris les gestuels culturels, par exemple le salut avec les deux mains jointes pour Mm. dire bonjour. Quand j'ai compris que contrairement à chez nous, quand tu parles avec les gens un bon moment, faut pas regarder droit dans les yeux pendant trop longtemps, sinon c'est un peu injurieux. Quand tu vois tout ce qui est gestuel culturel, une fois que je l'ai bien comprise, j'ai été tout de suite hyper bien acceptée. Le fait de parler la langue il a pris énormément, quoi, hein. Mm. Mais j'ai pas senti de difficulté à m'intégrer culturellement avec eux, quoi. Au Maghreb, pareil. Alors au Maghreb, ce qui est un petit peu différent, c'est que ma posture de femme faisait que un homme aura eu un peu plus de facilité à être très vite accepté. Mais le fait que j'étais justement étrangère hein, et diplômée, du coup, j'avais exactement le même statut. Donc, j'avais aussi la gestuelle, la main sur le cœur et puis le respect des ça. Et du coup, j'ai été mais super, super bien accueillie. Partout, partout où je suis allée au Maghreb, que ce soit au Maroc, en D'accord. Algérie ou en Tunisie, super, quoi, vraiment. Donc globalement, je vois que toutes les trois, vous avez eu quand même des expériences positives pour vraiment s'intégrer et créer la relation. C'est beaucoup fait parce que vous avez réussi en fait à observer et à vous adapter en fonction justement des codes culturels.
Et ça, c'est un petit peu propre à l'ergo au final, justement, c'est d'avoir cette capacité d'adaptation. Est-ce que vous pensez que vous avez mis aussi en place d'autres outils que ça pour créer la relation thérapeutique? Comme Sophie, je me suis rendu compte que la langue était vraiment un facteur essentiel dans la relation. Parce que quand je suis arrivée en Afrique du Sud, je parlais anglais, mais je je parlais pas très bien. Donc, quand j'ai mieux maîtrisé l'anglais, c'était plus facile de comprendre, de me faire comprendre. Et il y a 11 langues officielles dans le pays. Donc, j'ai pas pu toutes les apprendre, évidemment, mais j'ai appris quelques mots dans quelques langues. Et ça me sert beaucoup parce que déjà, pour m'intégrer dans le quotidien, rien que de saluer les personnes dans leur langue, c'est hyper important pour s'intégrer. Donc ça m'a beaucoup servi. Et ce qui vraiment a avancé pour moi dans la relation, alors je vais pas dire que c'est la relation thérapeutique parce que c'est surtout la relation qui s'est faite avec les aides-soignants, c'est plutôt la relation, on va dire, de confiance, c'est que il y a des personnes qui m'ont donné un prénom, donc un prénom traditionnel sud-africain, et depuis, mes collègues m'appellent par ce prénom parce qu'avant, ils retenaient pas mon prénom Laure, c'était trop difficile à prononcer. Et donc, depuis, ils ont retenu mon prénom et vraiment, ça a complètement changé, quoi. Je sens vraiment que je suis dans le centre, et je vis avec eux et eux-mêmes me le disent maintenant, t'es sud-africaine. Et donc ça a beaucoup changé. Voilà, et du coup, je pense que ça a facilité aussi pour moi la relation que j'ai eue avec les résidents parce que du coup, j'étais intégrée dans leur environnement avec les aides-soignants qui sont là toujours avec eux au quotidien. Et du coup, effectivement, c'est facilitateur dans la relation avec les résidents. Super. Et c'est quoi ton petit surnom? Alors, mon prénom, c'est Palissa et ça veut dire fleur. Super. Super. Voilà. Ben, je dirais sur la posture générale, enfin, effectivement, la langue, moi, c'est revenu à chaque fois, hein. Enfin, dans mon mémoire, j'ai pu le mettre en avant qu'au final, c'était pas tellement la difficulté majeure pour établir une relation de confiance, puisqu'au final, avec le temps, ça s'apprenait finalement facilement. Le vocabulaire nécessaire, comme tu le disais, Sophie, pour la vie quotidienne, on l'apprend vite et après, enfin, on se débrouille, euh, on se débrouille quoi, avec le vocabulaire de base et c'est ça finalement l'important. Après, ouais, moi j'aurais dit la posture par rapport au Pérou, où finalement, dès qu'on aborde avec le sourire, qu'on arrive à se montrer volontaire, à se montrer très, très actif et très dynamique dans notre posture et oui, qu'on montre qu'on a envie d'être là, enfin, qu'on se sent bien dans ce qu'on fait et qu'on a envie d'interagir avec eux. Je pense que c'est quand même, enfin, c'est basique, hein, mais honnêtement, moi, c'est quand même ça qui m'a vachement, ouais, c'est ça qui m'est vachement apparu, moi, dans ce que j'ai pu vivre au Pérou. Oui, c'est sûr que comme vous dites, c'est exactement ça. C'est vrai qu'une fois que tu arrives à parler au moins les mots du quotidien, ça change tout dans la relation à l'autre. Pour enclencher une relation thérapeutique ou formative, c'est absolument basique. Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que la gestuelle culturelle compte aussi énormément. Tu vois, par exemple, en Asie du Sud-Est, le fait de toucher la tête des gens, il faut faire attention. Un coiffeur, oui. Un barbier, oui. Un, un infirmier pour soigner, d'accord. Mais on touche pas la tête des gens comme on le fait nous en France. En France, le réflexe, c'est un enfant qui est mignon, on lui fait un petit shampoing avec la main sur la tête en disant oh, comme il est mignon, par exemple. Mm. Tu fais ça en Thaïlande ou au Cambodge ou même au Vietnam, c'est extrêmement, mais extrêmement mal poli. Et j'ai souvenir que souvent, quand on voyait des touristes, nous qui travaillions là-bas depuis des années, les touristes, c'est le réflexe, c'est ça, on leur en veut pas parce que c'est leur culture à eux, mais ils shampouinaient vite fait avec la main, c'est frotter la main sur la tête des petits enfants, oh mais t'es trop mignon toi, et puis lui pincer les joues, lui faire bouzou bouzou sur la bouche, ça se fait pas du tout, du tout. Et je pense qu'une fois qu'on a compris vraiment, et ça c'est un temps à prendre qui est vraiment nécessaire, comme pour apprendre la langue, c'est de vraiment observer la gestuelle culturelle et de comprendre, de se renseigner là-dessus
Pourquoi on regarde pas droit dans les yeux les gens, alors que chez nous, depuis tout petit, on nous dit regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Là, c'est différent. On touche pas la tête des gens comme ça. C'est le temple de l'âme, la tête, et les yeux sont les fenêtres de l'âme, hein. Donc, c'est très intrusif de regarder avec insistance, comme on fait nous, les Français, dans les yeux pendant des heures. On le fait, oui, mais pas aussi, de manière aussi insistante que chez nous, par exemple. Donc, toutes ces gestes-là sont vraiment importantes. Comme le fait en France de se faire la bise, les bisous sur la joue, etc. Il y a des pays où ça se fait absolument pas du tout. Mm. Par contre, les accolades, oui. Mais une fois qu'on a vraiment compris ça, les gens le ressentent et nous remercient plus ou moins directement de ça aussi, quoi. Ils nous intègrent d'eux-mêmes quand ils voient qu'on a les gestes adaptés aussi, quoi. Mm. Voilà. Et du coup, Laure, tu nous as partagé une anecdote comme quoi tu avais vraiment ressenti que tu étais intégrée et que tu avais vraiment construit une relation de confiance, là, pour le coup, avec les aides-soignantes. Est-ce que toi, Sophie, tu aurais une anecdote un peu similaire où vraiment, là, à ce moment-là, tu t'es dit, voilà, j'ai réussi à m'intégrer en tant que personne et en tant que thérapeute? Bah, ça m'a fait un petit peu ça au Cambodge à un moment, quand je suis rentrée dans mes petites salles de cours, quand je faisais mes petites formations, là. Ils m'ont tous salué évidemment avec les mains, comme je le fais aussi. Et ils m'ont dit en cambodgien, ah salut Sophie, en fait salut Sopiop. Sopiop, en fait c'est un prénom khmer, mais qui ressemble à Sophie. Et ils m'ont dit pour nous tu es Sopiop, mais tu restes Sophie pour la France, mais au Cambodge tu es notre Sopiop. Et là j'étais super contente quoi. Super. J'avais un autre aussi, des copines au Cambodge. Après, quand j'habitais au bord du Mékong, qui tous les soirs venaient me chercher avec les sarongs, là. C'est comme des kramas un peu, là. Et C'est quoi? C'est un tissu, tout simplement, là, comme, D'accord. je sais pas comment dire, enfin, tu vois, comme une serviette, mais un tissu qu'on se met. Un paréo, un pagne, tu vois. D'accord. Et au Cambodge, donc, elles m'apportaient leur krama, leur sarong. Et on allait se baigner tout ensemble dans le Mékong. Et du coup, elle me disait, toi, tu es venu chez nous, tu habites pas à côté, hein, on est d'accord, hein. Donc maintenant, tu vas voir chez nous, on va te faire découvrir un peu, mais d'une autre manière. Et du coup, on nageait dans le Mékong, mais le Mékong fait 3 kilomètres de large au moins, si ce n'est 5, enfin, c'est énorme. Et elle m'apprenait à nager dans le sens du courant pour aller me poser sur une île où là, il y avait des Vietnamiens qui pêchaient. Et après, elle m'apprenait à revenir chez nous, parce qu'elles habitaient à côté de chez moi, en fait, là. Mais à contre-courant, donc il fallait calculer en fonction de l'heure, etc., pour pouvoir remonter, quoi, parce que c'était pas évident. Et tout ça, en fait, je me suis rendu compte qu'elle m'avait complètement intégrée dans leur groupe de copines, quoi. Je faisais vraiment partie des Khmers, quoi. Il y avait aucun autre expatrié dans ce secteur-là, de toute manière. Elles ne connaissaient que moi en tant qu'expatriée, quoi. Donc c'était vraiment mes sœurs, quoi. C'était voilà. J'ai passé plus de 2 ans tous les jours avec elles à me baigner dans le Mékong le soir quand j'avais fini le travail, quoi. Voilà comme anecdote. Ce que tu as vécu, ça a l'air hyper fort comme lien, ce que tu as construit. Mm. Ah ben ça m'est resté, ça fait quand même, ça remonte à. J'ai quitté l'Asie du Sud-Est en 92. J'ai adopté l'un de mes 3 enfants au Vietnam en 98, 10 ans plus tard. Et maintenant, ben dans ma tête, je parle toujours un peu khmer, je parle toujours un peu thaïlandais. Je plaisante encore souvent avec des copains en France ou avec mes enfants. Des fois, je me mets à leur répondre en khmer ou en thaï en rigolant. Ils sont tous morts de rire. Il y en a même certains qui ont appris 2, 3 mots. Du coup, ça reste, ça ne me quittera jamais jusqu'à dans l'au-delà, quoi. J'ai vraiment le sentiment d'avoir une vraie partie de moi-même qui est cambodgienne, une vraie partie de moi-même qui est thaïlandaise, une vraie partie de moi-même qui est vietnamienne et une vraie partie de moi-même qui est marocaine, quoi. Mm. Et algérienne et tunisienne. Enfin, voilà, c'est la C'est vie. ouais, c'est très inspirant en tout cas ce que tu partages. Merci. C'est merveilleux. Et toi, Suzanne, du coup, tu aurais une petite anecdote à nous partager? C'est rigolo cette histoire de prénom parce que, bah, dans une moindre mesure évidemment, moi c'était 2 mois, mais Pareil. euh, il y avait notamment une des mamans d'un enfant qu'on accompagnait avec mon tuteur qui s'était mis très vite à m'appeler Suzy plutôt que Suzanne ou Susanna ou enfin
et qui était tout de suite passé sur du vachement plus ouais, familier et plus personnel en fait. Euh, donc ça m'avait fait un petit signe de reconnaissance qui était très chouette quoi. Euh, ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'était et puis c'est le moment de se dire euh, au revoir, c'était aussi très émouvant. À la fin, même au bout de 2 mois, finalement, j'avais vraiment eu l'impression que il y avait eu un attachement des deux côtés et c'était très chouette à ressentir et de voir qu'on avait pu quand même se lier, même en très peu de temps, même si mon espagnol était approximatif au début. Ouais, voilà, c'est ça que je pourrais dire, moi, c'est une petite anecdote. Super. Et justement, sur le départ, je reviens un peu à ce que tu disais, Sophie, tout à l'heure. Souvent, on parle de l'humanitaire, c'est des choses qui se font de plus en plus. Il y a souvent cette problématique qui revient de, voilà, il y a des étrangers qui vont dans un pays qui est souvent en voie de développement, ils font leur action et au final, ils partent. Et c'est jamais quelque chose de périn, enfin, en tout cas dans certaines missions. Et est-ce que, justement, les patients ou dans vos missions, ils étaient reconnaissants dans le fait que justement il y ait quand même des choses qui soient pérennes au fur et à mesure des années. Ou est-ce que justement vous avez ressenti ce fait que voilà, des gens venaient et partaient et du coup il n'y avait rien qui suivait derrière? C'est justement toute la différence entre des missions d'urgence et des missions de développement ou de semi-développement, quoi. Mm. Et je pense qu'effectivement, il faut mettre la gomme sur du développement au plus qu'on puisse. Enfin, je veux dire, l'urgence, elle est incontestable, hein, évidemment, mais dans des programmes de développement, on essaye justement de faire tout pour que quand on part, il n'y ait vraiment plus besoin qu'on soit là, quoi, et que ce soit eux qui prennent le relais. Et ça, c'est quelque chose de vraiment magnifique, quoi. Mm. Et je crois même en Asie, quand je suis partie, plusieurs m'ont dit, on se dit pas au revoir puisque de toute façon, on est amis à vie. Donc, on se reverra forcément, même si c'est pas physiquement, on se reverra toujours dans la pensée. Donc, voilà, je trouve ça super beau. Et c'est vrai qu'ils ont pas, quelque part, ils n'ont pas oublié non plus ce qu'on avait mis en place comme petite formation, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir en reparler avec d'autres expatriés de handicap international à moi qui sont arrivés après, quoi. Et effectivement, ça a continué à évoluer, à vivre, à bouger, à se développer, quoi, tout ça, quoi. Donc ça vaut vraiment la peine, quoi. Et toi, Laure, dans ta mission, t'as trouvé que c'était quand même quelque chose qui était mis en place au long terme? Alors oui, c'est aussi des missions de développement, effectivement. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire un petit peu au long de la mission, c'était justement un peu comme tu disais, Sophie, des petites formations, donc plus pour les aides-soignants, surtout les sensibiliser à l'autonomie des résidents, voilà, pour qu'ils mangent seuls, au positionnement aussi, j'ai fait beaucoup de positionnement. Voilà. Et là, du coup, c'est une mission qui va être reprise par deux autres filles et qui sont psychomotriciennes. Voilà, donc je suis trop contente qu'il y ait une suite dans la mission. Donc tous les 2 ans, ça change. Mais c'est super chouette de voir qu'il va y avoir une continuité aussi. Après, la différence, du coup, c'est toujours ce souci, l'aspect financier, parce que effectivement, il y a des ergothérapeutes en Afrique du Sud. Donc voilà, il pourrait y en avoir dans le centre, mais c'est vrai que le fait d'être présente dans le centre, ça m'a permis de mettre en place des petites formations et des changements qui vont se pérenniser, quoi, qui vont continuer même une fois que je serai partie. Je pense que justement, dans ce genre de situation, il y aurait moyen peut-être, tu vois, de prendre rendez-vous, un entretien avec le directeur des ressources humaines et même le directeur général du centre et lui expliquer en charge de travail que dans la mesure où il y a des ergothérapeutes en Afrique du Sud, tu vois, plutôt que de former des gens à faire des actes d'ergo, enfin, c'est super hein, de le faire, hein, bien entendu, hein, mais je pense que tout est négociable et Oui, bien plus facilement qu'on ne pourrait le penser. Enfin, moi, j'ai beaucoup négocié comme ça dans ma vie. Vraiment, j'étais impressionnée à quel point ça marche bien. De leur expliquer en charge de travail que d'embaucher un ergothérapeute, même s'il le paye un petit peu plus cher qu'un aide-soignant,
L'ergothérapeute peut lui faire économiser 2 ou 3 aides-soignants parce que à travers les activités de la vie quotidienne le matin, les activités de la vie quotidienne au niveau des repas, les transferts, les manutentions, les installations, les postures et tout ça, bah, mine de rien, les aides-soignants n'ont plus besoin d'intervenir puisque la personne va apprendre grâce à l'ergo. Un ergo, il va s'occuper de peut-être 10 patients qui va réautonomiser à toilette, habillage, repas, par exemple. Hein, je donne une caricature, hein, mais et ben ça fait déjà 10 patients en moins. Pof, ça y est, c'est un poste d'aide-soignant en moins. Tu vois, si l'ergo en plus Ouais. peut travailler sur justement les heures un peu plus tôt le matin, aux heures de repas, etc., ben, ça peut même faire économiser peut-être même 2 aides-soignants. Donc, il a largement de quoi payer un poste d'ergo. Enfin, tu vois, voilà, C'est vrai, oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant, oui, effectivement, c'est quelque chose que je pourrais proposer ouais. pour la suite parce que là, dans le centre, pour le moment, il y a une kiné et une musicothérapeute qui Mhm. sont toutes les deux à mi-temps. Voilà, donc pour 180 résidents, ce qui est quand même énorme. Mais c'est vrai que Ah bah, un ergo, c'est enfin, carrément ce serait le vraiment principe. génial, Il faut quoi. au minimum un mi-temps d'ergo, si ce n'est un plein temps. Mm. Mais le fait est, si tu veux, c'est qu'ils ne connaissent pas du Ouais. tout la profession. Donc, il faut vraiment arriver à leur expliquer de façon très cartésienne, très simple. Un directeur qui finit par comprendre, même un médecin hein, d'ailleurs, hein, ils ne savent pas prescrire les médecins souvent. Mais quand un médecin ou un directeur a compris vraiment le rôle d'un ergothérapeute, il tombe des nues et là, il dit tout de suite, OK, on recrute, on y va à fond, quoi. Moi, je vois Mm. même, Mm. là où C'est j'ai vrai. travaillé en France, une fois que les médecins avaient vraiment compris comment prescrire l'ergothérapie, dire, ah bon, ils peuvent faire ça, ah bon, d'accord, mais je savais pas. Bah, du coup, on a eu beaucoup plus de prescriptions et ça m'a aidé aussi du coup à développer les postes d'ergothérapeute, tu vois. Faut pas hésiter faut Ouais. surtout pas avoir peur de monter à la direction et de monter sur les hiérarchies et de leur expliquer. Merci, Sophie. Je garde ça. Très bien. Voilà. Suzanne, toi aussi, tu as eu ce ressenti par rapport à ton intervention au Pérou. Tu étais en libéral, alors c'était peut-être différent. Oui, c'est ça. J'avais pas tellement ce retour-là, non. Enfin, j'ai pas eu cette expérience-là en tout cas. D'accord. Très bien. Et du coup, j'ai une dernière question, surtout pour toi, Sophie. Est-ce que quand tu es rentrée en France, que tu as repratiqué, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as vraiment senti la différence voilà, de revenir en France? Est-ce que tu n'as pas eu un choc culturel, tu sais, inversé, de réadaptation? Ah si, alors ça, je crois que j'ai mis au moins un an à me réadapter en rentrant d'Asie. Après les 4 ans d'Asie, oui, j'ai eu au moins un an à me réadapter à la culture française. J'ai eu un peu de difficultés au début. Je pensais toujours à repartir. Bon, j'ai eu la chance d'être intégrée tout de suite à l'hôpital de rééducation, un centre de rééducation. J'étais cadre de santé là en rentrant. Enfin, j'ai fait un an d'études en me disant si je repars, ben voilà, je serai encore mieux. Et du coup, je suis restée, mais même en sortant de mon école, j'ai mis presque 2 ans, je crois, vraiment me ressentir à moi en France. J'imagine la trentaine d'années, blonde aux yeux bleus, et là, tu regardes les gens avec le sourire asiatique en permanence parce que tu es complètement imprégné de la gestuelle culturelle. Tu regardes pas longtemps dans les yeux les gens, mais tu souris tout le temps et tu as le réflexe de saluer avec les deux mains des fois. Bon, bah, tu passes vite pour quelqu'un de bizarre. Tu perds un peu de ta crédibilité, tout ça, quoi. Et il a fallu vraiment à un moment que j'intervienne. Quand j'étais cadre, bah, fallait bien que je travaille quand même avec. Il y avait un des médecins que j'énervais, je l'agaçais, en fait, tout simplement, quoi. Et donc, j'ai fini par me le choper en lui disant, attends, là, maintenant, on bosse ensemble, d'accord? Moi, je gère tous les plannings. Alors, maintenant, t'arrêtes de me tourner le dos dès que j'ai des questions à te poser. Et il a fini par me dire, bah oui, tu m'énerves. Alors qu'il me connaissait depuis longtemps avant, hein. Mm. Je dis alors merci, on avance, vas-y, explique-moi. Parfait. Alors, qu'est-ce qui t'énerve en moi? Je voudrais vraiment arriver à comprendre pourquoi ça marche pas, quoi. Mm. Et il a fini par me dire bah t'es là, t'es tout le temps là avec ton sourire, on a l'impression que du coup là t'as rien à foutre, quoi, que t'es toujours là tranquille, youpi youpi les petits oiseaux, et nous pendant ce temps-là on bosse. Je dis ah bah merci, ça m'aide à mieux comprendre. Ok, alors pourquoi tu me sourires pour rien? Bah parce que tu là toujours à sourire. Je dis ah d'accord, ok, donc sourire t'énerve. Ah oui, on n'est pas là pour sourire, on bosse. Et
Et là, du coup, je dis, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Ça y est, tu m'as fait comprendre quelque chose d'important, effectivement. Alors maintenant, moi, je vais t'expliquer. Je reviens de 4 ans d'Asie, effectivement. Et je crois que tu as raison, c'est vrai, j'ai gardé ces attitudes culturelles, gestuelles, tout simplement. C'est vrai. Moi, le sourire, il est ancré dans mes muscles. Mon schéma corporel est presque modifié. J'y peux rien. Maintenant, oui, je vais y faire gaffe. J'ai alors maintenant, prends conscience que moi, je reviens de ces 4 ans d'Asie. J'ai encore du mal à me réadapter à la France. Et là, lui m'a dit, purée, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas calculé ça. Ah ouais, ouais, effectivement. Et je dis, mais oui, en Asie, si tu souris pas, c'est pas possible de pas sourire, ça se fait pas. Enfin, un peu, mais quand même. Et puis, tout ça, enfin, ça veut pas dire qu'on fout rien, bien au contraire. Et plus il bosse, plus il sourit, justement, tu vois, pour conjurer la difficulté des choses. Plus ils sont en galère, plus il sourit, quoi. Il me dit, purée, mais t'as raison, c'est vachement intéressant. C'est vrai, j'avais pas calculé ça. Et moi, je lui dis, écoute, je te remercie aussi parce que du coup, je vais faire attention. Et à partir de là, je lui ai promis que j'arrêterais de sourire et que je ferais gaffe. Et lui, il m'a promis d'arrêter de me tourner le dos. Et on s'est remis à bosser, mais super bien tous les deux, quoi. Tu vois. Voilà, et ça a été la caricature de mon atterrissage. Mais ça a mis des presque 2 ans, quoi. Ouais, c'est bien, au final, vous avez réussi à communiquer et voilà, vous mettre d'accord. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser des malentendus comme ça, finalement. Mais pour y arriver, il a quand même fallu que je prenne un rendez-vous individuel dans son bureau, qu'il a refusé au début. Hein. Et là, tu n'as pas le droit de me refuser le rendez-vous. Et en tête à tête, on a réussi à s'expliquer, quoi, hein, avec toute la synergologie qui va avec aussi, quoi. Mais voilà. Super. Et toi, Laure, c'est quelque chose que, bah, vu que tu n'es pas encore rentrée, que tu appréhendes un peu? Le retour, oui, c'est vrai que c'est un peu. Alors, autant c'est une appréhension, autant c'est aussi une joie de rentrer en France, de retrouver ma famille, mes amis. Mais c'est vrai que je sais que tout ici, on se serre dans les bras pour se dire bonjour. Enfin, bon, alors là, ça a été un peu modifié à cause du Covid, mais depuis 2 ans, voilà, on se serre vraiment dans les bras tout le temps. Enfin, c'est vraiment une culture très tactile. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup me manquer, quoi. Arriver le matin et serrer tous mes collègues dans les bras, je pense que c'est quelque chose qui va me manquer, qui d'ailleurs me manque déjà avec la distanciation. Mais voilà, et puis c'est vrai que ici, les gens sont aussi sourient beaucoup et sont vraiment heureux de vivre, heureux de travailler. Voilà, donc c'est vraiment arriver au travail le matin, c'est vraiment, c'est super quoi. Enfin, je me pose pas de questions. Voilà. Et toi, Suzanne, tu as eu une expérience un peu comme ça? Ou au final, sur 2 mois, t'as pas eu le temps de... En 2 mois, ouais, c'est ça, j'aurais du mal à dire que j'ai eu un choc au retour, mais non, mais c'est sûr que, enfin, on voit une différence dans, effectivement, quand, enfin, du coup, dans le Ouais. stage d'après, euh, où effectivement, ouais, il y a cette proximité qui est plus facile à obtenir si on la recherche dans la relation avec l'enfant ou avec le parent qu'en France, en fait. Le tutoiement de fait, de toute manière, en- au Pérou, enfin de manière générale en espagnol, est vachement plus accessible que le vouvoiement en fait. Donc ouais, il y a ce côté-là, mais après, non, je pourrais pas parler d'un choc culturel en rentrant. Non, ce serait un peu trop fort. D'accord, nickel. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Moi, j'ai plus de questions. Je trouve qu'on a abordé pas mal de sujets. Moi, si j'ai une question à vous poser, du coup, vu que vous êtes parties toutes les trois un peu plus longtemps que moi, c'est par rapport au rôle de formateur. Est-ce que, enfin, oui, c'est ça. Toi, Sophie, notamment, tu as surtout été et Laure, vous en avez toutes les deux parlé en fait de ce rôle de formateur que vous avez pris. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu voir en plus. Enfin, de manière plus forte qu'en France, par exemple, quand vous avez dû former à, j'en sais rien, l'utilisation d'une aide technique ou, euh, ou ce genre de choses, ou est-ce que c'est renforcé avec l'international en fait? C'est ça ma question. Alors, je dirais que moi, c'est cet international qui m'a vraiment éveillé en moi ma passion de la pédagogie, ouais. La passion de l'enseignement et de la pédagogie. Et je l'ai compris plus tard. Je l'ai compris plus tard. Mais vraiment, j'ai adoré pouvoir justement
adapter des connaissances que j'ai à leurs besoins à eux et à cette culture de là-bas. Et ce plaisir de transmettre des messages qui soient utiles et surtout acceptés, ça a été un plaisir absolument immense, quoi. Absolument inouï, ouais. D'accord. Et toi, alors? Et bien en fait, je me suis rendu compte effectivement que oui, parce que les personnes ne savaient pas forcément. En fait, par exemple, les aides-soignants, ils n'ont pas du tout accès aux dossiers médicaux, voilà, ou alors ils se posent pas forcément trop de questions. Ils voient les résidents depuis des années qui agissent comme ça, voilà, ils se posent pas trop forcément de questions sur leur pathologie, leur comportement et tout. Et donc effectivement, j'ai pris conscience que oui, je pouvais apporter des informations et des formations auprès de mes collègues. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte ici, mais j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour m'en rendre compte, hein. Et du coup, toi, Marine, peut-être, en fait? Moi, après, j'étais à La Réunion, donc c'était encore quelque chose de différent. J'étais en pédiatrie. Après, outre le fait que voilà, c'était quand même similaire au niveau de la culture, je dirais plus ce positionnement. Voilà, moi, je suis jeune diplômée, je suis jeune, je suis face à des parents et je devais plus voilà leur expliquer des fois. Voilà, mettre en place des tableaux, des plannings. Et du coup, ce fait que j'ai pas d'enfants et que eux ils soient parents, t'as un peu ce côté je donne des leçons. Et c'est justement ce qu'il faut vraiment pas faire. Et vraiment se mettre à la hauteur et dire que voilà, toi t'es expert en ergothérapie, mais c'est eux experts de leurs enfants. Et avoir ce positionnement en fait au niveau de la relation pour s'adapter. Ça, c'est encore outre la culture, mais Ok, Après, super. moi, je rajouterais juste que c'est vrai que ça fait aussi partie du métier d'ergothérapeute, à la limite qu'on soit en France ou à l'étranger, d'être un peu formateur aussi, Mm. puisqu'on tient compte du contexte humain aussi et de l'environnement humain, ce qui n'est pas le cas de tous les métiers paramédicaux. C'est ça. Et du coup, le rôle de formateur, on l'a en soi, il est quasiment incontournable par moment. Je te remercie. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Trop bien, ouais. Merci à toutes. Ça fait plaisir de parler avec vous. Ouais. Encore un grand merci à Laure, Suzanne et Sophie de nous avoir partagé leurs expériences qui sont tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Si vous souhaitez commenter, poser des questions à l'une d'entre elles, n'hésitez pas, on vous répondra avec grand plaisir. À très bientôt.